bah alors bonjour à tous. Merci de l'invitation. Merci à Odan et à Mathilda pour cette sympathique invitation. Merci à Marco aussi qui m'avait contacté par rapport à ça. Oui, mais on était un peu surpris. Peut-être pour revenir sur ce que vous disiez avant, c'est vrai que les architectes, on est un peu démunis hein, quelque part avec ces outils photovoltaïques ou d'autres, hein, tout ce qui est écologique, on n'a pas la prétention de faire ça plus que d'autres. C'est vrai qu'il y a ce projet pour le château d'Auvergne qui a beaucoup été repris, relayé, parce que c'est, sauf erreur, le premier projet où tu me corrigeras, Cédric, le deuxième à avoir utilisé ce produit de panneau, le deuxième à quelques jours près, c'était une bataille, c'était une course effrénée qu'on a perdue, on doit l'admettre, mais après voilà, je pense que le bâtiment par contre, il a plus été repris, observé, etc. Et puis voilà, puis du coup, bah, c'est vrai que ça a été un mandat, et puis ensuite il y a d'autres mandats dans lesquels on intègre des équipements écologiques comme d'autres architectes. Voilà, ça c'est clair que c'est pas du tout notre marque de fabrique. Et encore une remarque aussi, le bureau, je l'ai pas fondé, je l'ai repris, et donc il existe depuis plus de 110 ans. Moi, j'ai repris à 12, 13 ans maintenant. C'est un bureau voilà, très ancien, sans interruption d'activité. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on commence à remarquer de plus en plus maintenant. C'est assez intéressant. Il faudrait chercher dans le monde s'il y a un bureau qui a fonctionné pendant autant longtemps sans interruption. Mais ça, c'est une autre histoire. Et comme ça me permet de faire un clin d'œil à Thierry, qui est aussi dans la salle. Je suis pas le seul à avoir travaillé dans ce bureau. J'essaie toujours plutôt de mettre en avant le nom du bureau. Voilà, un vieux bureau. Actuellement, des hauts et des bas. Actuellement, on a la chance d'avoir du travail. Alors maintenant, si on vient sur les quelques images que j'ai préparées pour aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de les passer et puis de vous les commenter un peu librement comme ça. Il n'y a pas de théorie, c'est plutôt des photos et des plans. Il y a aussi à un moment donné un grand écart qui sera fait. Et puis je ne parle pas que de panneaux photovoltaïques, bien sûr c'est quand même le thème principal, mais il n'y a pas que ça parce que c'est tellement quelque chose. Rien qu'en regardant par les fenêtres ici, il y a 3 chantiers en cours où on est en train de poser des panneaux photovoltaïques. Donc c'est vraiment un sujet qui est omniprésent désormais. Et puis mais nos expériences sont vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Ici, c'est une photo qui montre donc le site du château d'Auvergne. Il y a 2 bâtiments qui ont été construits à 3 ans d'écart par notre bureau. Et c'est assez intéressant cette photo, elle permet de mettre en évidence la vitesse à laquelle vont les choses désormais avec ce sujet. Dans le bâtiment de droite, au premier plan, c'était interdiction formelle de mettre des panneaux solaires, quels qu'ils soient, sur l'ouvrage. 2016, 2015, 2016. Donc voilà, comme vous le voyez, c'est des petites tuiles en terre cuite, couleur naturelle. Au deuxième plan, il y a ce fameux bâtiment dont on parle beaucoup. Et là, on nous a, donc 3 ans plus tard, environ 2017-2018, c'était un tout autre contexte. On nous a presque poussé à un moment donné à utiliser ce produit. Je dois aussi admettre qu'il y avait même un peu de réticence de l'architecte. Par moment, c'est vrai que il n'y avait pas de la réticence, mais il y avait juste dans les années 2000-2010, quand même de la part des architectes au sens large, toujours un peu de difficulté à intégrer ces équipements techniques dans leur projet. C'est pouf quelque chose qui se parachute sur le projet à la fin ou pendant, sans réelle implication de l'architecte, parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir, parce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas très bien. C'est quoi? Voilà, il y a de la lumière qui arrive dessus. Ça fait de l'électricité. Donc, moi, c'est vrai qu'en termes d'architecte généraliste, j'arrive pas à expliquer vraiment le processus. Et du coup, voilà, il y avait cette réticence, je dirais plutôt de notre part, mais qui s'est pas concrétisée. Il y avait quand même, on doit intégrer ces équipements. Ici, on est dans un site magnifique. Il y aura quelques images après. Essayons, quoi. Voilà, on a tout le monde qui est avec nous, donc essayons de faire ceci. Et puis on verra. Donc là, plutôt mettre en évidence vraiment le fait qu'en quelques années, les choses vont très très vite. Si on construisait un troisième bâtiment, puis qui venait derrière, là, sur cette photo, il serait encore tout différent, certainement, avec d'autres manières de faire, avec ces photovoltaïques, des nouveaux produits, des nouvelles formes, des nouvelles couleurs. Voilà, donc c'est plutôt ça l'idée. Alors, je pense qu'ensuite, on peut passer à la deuxième image. Voilà, donc ça, c'est alors un plan patrimoine. Ça met en évidence plutôt le fait que ce projet au château d'Auvergne. Donc, c'est un bâtiment entièrement neuf dédié à l'exploitation de la vigne. Ça, c'est un plan qui appartient aux archives du château d'Auvergne.
et qui montre qu'on est en plein dans le patrimoine. C'est un plan de 1749, milieu du XVIIIe siècle. Il y a des vignes, il y a des vergers, il y a un jardin à la française qui a plus aujourd'hui, ça sert à rien d'aller le chercher, en plein centre, au plein cœur du domaine, et il y a des constructions. C'est un site qui est resté comme ça aujourd'hui, à peu de choses près, surtout dans ce cadrage-là. Donc aujourd'hui, il y a des vignes, il y a des vergers, il y a plutôt plus des vignes, mais il y a aussi encore un peu de vergers. Et puis, il y a une zone, ancienne localité, protégée, voilà, un peu mise sous cloche. Comme ça, on ne touche plus, ou alors, voilà, moyennant diverses démarches. Et c'est vrai que c'est mettre en évidence le fait que, oui, on peut aussi mettre des équipements photovoltaïques dans des lieux maintenant protégés, patrimoine, on parle de la Chaux-de-Fonds, l'UNESCO, etc. Mais moi, je prends un peu plutôt la chose à contre-pied. L'idée, c'est à mon avis, plutôt de coloniser les zones récentes, les bâtiments modernes, les autoroutes, les stations d'épuration, les usines, avant de poser des équipements de ce type sur des lieux qui sont restés calmes dont l'échelle en fait d'évolution est beaucoup plus lente que notre monde. Voilà, les zones d'ancienne localité, c'est quelque chose, on parle même pas en génération, on parle en siècles, on va dire. Donc, faisons attention quand même, ça représente des tout petites surfaces, c'est des zones qui sont très compliquées à entreprendre, avec des panneaux photovoltaïques qui sont normés, qui ont des tailles données, qu'on peut pas couper sur place. Et donc, est-ce que c'est juste de dire qu'on doit en mettre également dans ces zones? À mon avis, pas. Euh, Contrairement à tout le reste, hein, c'est des tout petites surfaces, voilà, contrairement aux stations d'épuration ou aux zones industrielles, par exemple. Voilà. Ensuite, quelques mots sur le projet quand même. Donc là, on s'écarte un peu du thème photovoltaïque, mais c'est intéressant quand même de comprendre le site. Donc là, on voit le village d'Auvergney en gris foncé. Vous avez le site du château avec ses constructions hétérogènes, qui se construisent génération après génération. Et puis, donc, c'est clair que là, l'objectif était de développer l'exploitation vitivinicole. Et c'est clair que l'objectif était de mettre à disposition des nouveaux locaux et d'adapter l'infrastructure aux nouvelles manières de fonctionner. Mécanisation de la vigne, bien entendu, conditionnement, affinage du vin. Ça, c'est clairement aussi des choses qui engendrent beaucoup de challenges pour les viticoles, les viticulteurs, les vignerons. Alors là, il y avait la question de l'échelle qui se posait. Comment faire? On doit faire des locaux pour la vigne, faire des locaux pour les caves, faire des locaux pour accueillir des clients, faire des locaux pour des questions d'hygiène, collaborateurs. Si on fait ça, puis qu'on met tout ça bout à bout, ça va faire quelque chose qui sera complètement hors d'échelle. Donc, un des enjeux, ça a été de trouver et de calmer beaucoup le maître d'ouvrage pour essayer de trouver la juste échelle et pas faire trop grand hors d'échelle. Voilà. Donc, une des solutions, ça a été un des challenges était également de réussir à garder sur le site l'entier des différents métiers qui caractérisent en fait un vigneron. Aujourd'hui, le vigneron, il fait son vin, mais il le vend, il le présente, il doit exploiter sa vigne. Donc voilà, on peut imaginer tous les métiers qui sont là, puis certaines tendances maintenant, ça a éclaté en fait les choses sur différents sites. Ce que le maître d'ouvrage ne voulait pas faire pour réussir à garder cette unité. Et puis, bien sûr, là au milieu, il y avait le paramètre écologique, développement durable, qui était un critère fondamental. Voilà, donc le résultat est de dire on maintient tout sur le site, mais on fait différents bâtiments de manière à réussir à les décomposer en plusieurs bâtiments de taille raisonnable qui s'intègrent en fait dans le tissu existant. Voilà, donc là on a un plan du rez-de-chaussée, on comprend un petit peu comment fonctionnent les choses. Donc on a euh, le site encerclé par son mur, qui n'est pas un mur de défense, mais qui est un mur pour marquer sa parcelle. Puis ensuite on a différentes zones, toutes en relation avec le métier de la vigne, mais de différentes manières. Bon, je ne m'attarde peut-être pas trop là-dessus. Je crois que vous avez compris dans les grandes lignes la- l'évolution du projet, donc qui s'organise quand même en trois étapes. Une première étape 2014, qui était en fait une colonisation d'une zone non équipée, à disposition des collaborateurs, mise en conformité également, inclusion des personnes à mobilité réduite. C'est bien sûr aussi des challenges qu'on doit affronter dans ce genre de métier, de domaine. Ensuite, un deuxième bâtiment à l'intérieur de l'enceinte dédié à l'exploitation, à l'accueil des clients et au développement des vins. Puis ensuite, un troisième bâtiment
plus tourné vers les vignes, qui accueille justement ces panneaux solaires, qui vient en dernier, et puis qui, lui, est plus simplement équipé, une ampoule pour un peu de lumière, un robinet qu'on vidange pendant l'hiver, qui est un peu une addition de capite de vigne, voilà, exclusivement tourné vers la vigne, mais qui peut quand même être maintenu sur le site. Maintenant, si on regarde un peu le bâtiment qui nous amène ici, c'est en fait ben voilà, une grande capite de vigne, une addition d'une somme de toutes ces petites surfaces. Et donc, voilà, il y a différentes zones. Vous pouvez imaginer les différents métiers qu'on peut trouver. Là, il y a même une zone pour une machine à vendanger qui doit accueillir toutes ces machines de manière également à les cacher. C'était aussi un des objectifs. Le bâtiment remplaçait en fait une construction des années 60 en béton préfabriqué qui avait été construite de manière un petit peu voilà, plus conforme à ce qu'on fait aujourd'hui et puis qui a été un peu considérée comme une verrue. Et donc voilà, le bâtiment en bois qui se patine, qui s'intègre dans son site, qui est peu équipé et qui accueille par contre en termes d'équipement technique un champ solaire sur sa toiture, sur le pan sud de sa toiture. Voilà, donc là, ensuite, j'ai quelques photos qui sont des photos vues d'avion du SITN, donc que vous pouvez trouver de différentes années que j'ai trouvées en fait en préparant cette présentation. C'est assez intéressant, elles mettent en évidence, je crois que ça c'est celle de 2022, il y a celle de 2020, il y a celle de 2018, et elles mettent en évidence en fait un des paramètres importants quand on pratique des panneaux solaires, qui est la réflexion de la lumière. Donc là, on voit le pôle sud prend beaucoup d'importance. Donc, il y a le soleil qui était peut-être un peu plus rasant et puis qui fait miroiter les panneaux solaires. C'est quelque chose auquel on doit théoriquement essayer de faire attention. Ça, c'est peut-être un peu un contre-exemple à mes yeux. C'est plutôt quelque chose qu'on aimerait éviter en trouvant des solutions plus mates qui ne réverbèrent pas la lumière. L'idée à la base était, bien entendu, comme vous l'aurez compris, de réussir à ne pas voir ces panneaux. Et c'est ça, c'est là aussi après que je me ferai un peu l'avocat du diable. Il fallait absolument pas les voir. Voilà, on va prendre couleur tuile, on va vraiment essayer de les cacher complètement. Et donc, on fait également un seul pont, le pont sud. On doit trouver une morphologie de bâtiment pour rentrer vraiment dans une exposition optimale. Et donc, c'est vrai que ça a été un critère dans la phase de projet qui était quand même fondamental, c'est panneaux solaires, mais à la fin, ben, on ne les voit plus tellement, à part si on prend les vues d'avion quand le soleil est rasant. Ici, on a une autre vue d'avion avec une lumière toute différente, on est en hiver. Et donc là, on dirait pas que on dirait pas que c'est les mêmes panneaux. Donc là, c'est beaucoup plus mat, beaucoup plus terne. Et c'est aussi fondamentalement différent du pont nord alors que l'objectif premier était d'essayer de trouver quelque chose de relativement similaire. Puis après, il y a une troisième photo bon, qui recule, mais qui représente quand même certainement la situation qui est le plus souvent visible, où en effet, quand on a une lumière assez verticale, pas trop rasante et plutôt dans un axe perpendiculaire par rapport aux panneaux, ben, en fait, c'est vrai que les panneaux, on les devine plus forcément. Ils se noient dans cet ensemble. Et il y a d'autres toitures dans le vieux village qu'on voit même plus, peut-être parce qu'on a utilisé une autre couleur, etc. Donc, voilà, donc la considération un petit peu d'intégration et de cacher cet équipement. C'était la tendance en fait en 2017. Voilà, une photo finale qui met en évidence le fait que c'est pas non plus le propos du projet au final. Nous, le projet, ben, c'était plutôt réussir à trouver une manière de construire un bâtiment dédié à l'exploitation de la terre. Quelle est sa matérialité, quel est son degré d'équipement, quel est son fonctionnement, quelle est son implantation sur le site, sachant qu'il doit également jouer un rôle de- d'enrobage du site depuis le nord, on va dire, pour cacher des véhicules et des différents équipements qu'utilisent le vigneron au quotidien. Et puis, ouais, bah, encore une photo de nuit, tiens, c'est vrai qu'il met en évidence les deux bâtiments. Là aussi, une photo de nuit qui montre en fait que, bah oui, l'enjeu en fait quand on a planifié cette toiture, c'était de trouver le bon calpinage, comme vous l'aurez compris, de connaître la taille exacte du panneau, et puis d'avoir une forme de flexibilité quand même sur place avec les avant-toits pour réussir à réduire vraiment le nombre de, 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 de- de vides
et de travailler vraiment qu'avec ce panneau solaire terracotta développé par l'entreprise ISOL à l'époque, on peut la mentionner. Et puis c'était neuchâtelois, donc il y avait aussi ce contexte économique. C'était quand même un peu, on sentait qu'on était dans une sorte de capitale du panneau solaire. C'était développé, il y avait peu de bâtiments qui voulaient utiliser ça. Puis donc là, ben, on était un peu un projet pilote avec celui-là. Ensuite, ici, c'est le grand écart que j'évoquais avant. Donc, c'est vrai que là, bah, tout le monde connaît le centre Pompidou à Paris, ou pas encore. Pour les plus jeunes étudiants, bah, ça viendra certainement très prochainement. 1971, un grand concours qui faisait partie de ces grands programmes publics français. C'est très représentatif. 1971, le concours d'architecture, mise en service en 1977, les architectes Renzo Piano et Richard Rogers. Pourquoi je montre ça? Parce que là, il y a une volonté des architectes de mettre en évidence des choses que normalement on ne veut pas voir. Et là, en fait, il met vraiment à l'extérieur du bâtiment les équipements techniques, qui ne sont pas des panneaux photovoltaïques à cette époque, vous imaginez bien, mais qui sont des équipements de ventilation, la distribution électrique, l'eau, enfin tout ça, même les parties structurelles du bâtiment, qui prennent vraiment un rôle architectural. Et c'est tout le contraire de ce qu'on a fait nous dans le projet précédent, où on a essayé de cacher tout ça, faut pas le voir. Et c'est intéressant, c'est vrai que c'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre, donc comme 680 projets rendus, un projet qui gagne le concours, comme souvent pour ces projets qui marquent l'histoire, énorme polémiques, des surnoms. Comme vous imaginez bien, au sein de la population, c'est quoi ce bâtiment improbable qui est là? Mais au final, voilà, c'est vrai que pourquoi vouloir cacher les choses? On peut essayer de leur donner une tournure. Et ici, les architectes ont vraiment, bah tiens, il y a encore une photo du concours, donc on voit que ça, c'est l'image précédente, bah, c'est bien entendu la réalisation. Ici, dès la phase de concours, ils ont exprimé ces éléments techniques comme étant partie intégrante de l'architecture, de ce qu'on voit, et ça leur a permis de gagner le concours. Et je trouve que ça permet de nous faire réfléchir avec notre période qu'on vit actuellement, tous ces équipements techniques que les architectes sont obligés d'intégrer dans leurs bâtiments. Est-ce que c'est juste de tout vouloir cacher? Voilà. Puis ici, il y a ouais, le code couleur. Après, ils ont attribué en fait quatre couleurs de base aux divers équipements pour dire ben, ça c'est de l'eau, ça c'est de l'électricité, ça c'est de la structure. Donc c'est assez rigolo. On pourrait encore parler de ce projet pendant très longtemps, mais c'est un rigolo parallèle. Ici, une autre expérience, une autre réalisation de notre bureau, où l'objectif a été de travailler avec le panneau le plus honnête possible. Donc voilà, c'est un panneau solaire vraiment, comme on en trouve dans les toitures intégrées, comme on en trouve sur des façades ventilées. Mais ben, on doit le voir, quoi. Voilà, on doit travailler avec, on doit essayer de composer avec ça. Et puis, c'est vraiment le cheval un peu de bataille du projet qui, dès son implantation, le nord est en haut, prend une morphologie pour intégrer cette volonté de maximiser la production d'électricité avec cette maison. Et donc, bah là, comme vous pouvez peut-être le deviner, il y a une zone villa derrière qui imposait le fait dans le sens est-ouest. Donc, premier challenge, voilà, réussir à expliquer, non, il faut mettre le fait dans l'autre sens avec les panneaux modernes pour gagner en efficacité, gagner en productivité pendant la journée. Et donc, voilà, vraiment, là, le photovoltaïque qui vient dès la base de mon projet, pas à la fin. Et puis ensuite, ben voilà, cette volonté de rien avoir d'autre. Il n'y a plus de sortie de ventilation primaire, on trouve une autre solution, il n'y a pas de ventilation, on doit renoncer à certains équipements, comme vous pouvez imaginer. Mais c'est vrai que ça permet de mettre en évidence le fait qu'on arrive, si on veut, à intégrer ces panneaux solaires et de manière à ce qu'elles ne deviennent pas un ennemi du projet à la fin. Et puis, ce qui est assez particulier ici, c'est que plusieurs fois, on m'a dit, mais il n'y a pas de panneau solaire en fait sur cette maison, quoi. Ah ben non, en fait, il y a que ça, quoi. Donc voilà. Et là, pourquoi maintenant essayer d'utiliser des panneaux solaires qui sont des panneaux de fausse couleur par rapport à la couleur honnête que présente un panneau solaire photovoltaïque qui a une couleur foncée. Cédric pourrait mieux expliquer ça, mais c'est dans du bleuté foncé, il y a des fois du violet, il y a du noir. Ça, c'est la couleur originale. Et c'est vrai, quand on regarde un peu l'histoire, on sait que même au début, les tuiles terre cuite, au début, on voulait pas les voir. Parce qu'on trouvait que c'était pas une belle couleur. Parce qu'on trouvait que c'était pas, on travaillait avec d'autres choses que des tuiles en terre cuite. Ben voilà, maintenant, c'est des choses qu'on nous oblige d'utiliser dans les zones d'ancienne localité. Donc, c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on a toujours un peu de tendance à freiner. Ici, encore un autre projet. Là, c'est une transformation. Donc, on est au bord d'un lac
de Neuchâtel vers Gronson, avec, en fait, c'est une rénovation, donc on a toute une série de pavillons de vacances avec des constructions années 50, 60, des panneaux, des couvertures en Eternit. Et le maître d'ouvrage, voilà, panneau solaire. Bon, ben, panneau solaire, ok. Alors, comment faire? Pourquoi ne pas dire, le toit présentait aussi une particularité, vous le devinez peut-être, avec un fait contraire à toutes les autres. Donc, c'était assez intéressant de se dire, ben, on est tombé sur une maison assez rigolote pour l'entreprendre avec des panneaux solaires, parce qu'elle n'a pas la même forme que les autres. Et puis, elle présente une faible pente sur son pan nord. Et donc, on pourrait aussi mettre des panneaux solaires sur le pan nord. Donc, c'est vrai qu'on a pu convaincre le maître d'ouvrage de faire ce projet qui, en fait, ben voilà, est largement surdimensionné par rapport à ses besoins d'électricité, comme vous pouvez l'imaginer, mais qui assume également complètement l'utilisation d'un panneau solaire comme étant partie intégrante de son image finale. Voilà, donc ici quelques détails. C'est vrai qu'il y a toujours l'enjeu de trouver le bon détail. Comment faire pour mon panneau solaire quand il arrive en bord de toiture, depuis dessous. Des fois, on est piégé parce qu'on se retrouve avec des panneaux solaires. Il y a tellement de produits, ça, Cédric aussi pourrait le dire, mais comme je disais avant, on est démunis parce qu'il existe des centaines de produits différents, de tailles différentes, de puissances différentes. L'architecte, on ne sait peut-être pas trop lesquels choisir. On s'appuie sur des spécialistes pour nous aider. Et c'est vrai que dessous, il ne faut pas oublier de regarder également ce qui se passe sous le panneau. Des fois, il y a des parties en plastique blanc. Voilà, ou des câbles qui pendouillent. Et c'est vrai que nous, on regarde un peu ce qu'il y a dessus de visible, mais il y a des choses à vérifier dessous. Donc là, on pouvait laisser le panneau visible depuis dessous. On comprend que c'est ça, puis il n'y a pas de choses trop improbables comme des câbles qui pendent ou des parties en plastique blanc. Et puis un dernier projet, ici, en ville de Neuchâtel, pour une restructuration totale d'un bâtiment des années 60 également, un bâtiment locatif, 20 logements, dans le prolongement de la rue de la côte, à la rue Louis d'Orléans ici à Neuchâtel. Et donc, bien entendu, un bâtiment largement désuet sous l'angle de tous les critères qu'on peut imaginer. Et donc, voilà, objectif de remettre en conformité le bâtiment, de faire un vrai projet de transformation totale. Ça va des questions de feu écologique, intégration des personnes à mobilité réduite, et puis également la typologie du plan, parce que ça c'est aussi quelque chose finalement qui peut être également intégré comme sujet. Développement durable. Aujourd'hui, le tissu social n'est plus le même que dans les années 60 et donc on doit repenser les manières de fonctionner dans les logements. Et ça, c'est aussi, voilà, c'est ce qui faisait partie intégrante de ce projet. Et là, c'est aussi un projet avec le CSEM pour le compte de la Caisse de pension de la fonction publique neuchâteloise, où l'enjeu c'était d'utiliser des pompes à chaleur RO. Donc c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui se fait pour des ouvrages de cette taille normalement. Il fallait maximiser et diversifier les panneaux solaires, trouver une manière d'avoir de l'énergie électrique le plus souvent possible pendant la journée, quand il n'y a pas seulement à telle heure parce qu'on a mis des panneaux sur le pan sud. Et une solution a été de dire, bon, on en met en fait dans les garde-corps des balcons, mais où donc, on a la solution retenue. Bien entendu, je vous passe le sujet du toit. Hein. Le toit accueille bien entendu des panneaux solaires, mais ici, je parle plutôt des garde-corps du dernier balcon. Ici, c'est une coupe qui vous montre les rayons lumineux au solstice et aux équinoxes. Ben voilà, on voit que le balcon le plus en haut est éclairé toute l'année, même en hiver, vraiment au solstice d'hiver. Et donc, c'est là que ça devient intéressant vraiment de produire de l'électricité quand on a des pompes à chaleur RO. Et donc là, le projet s'est arrêté sur cette solution. Ça a été très compliqué de convaincre la ville qu'il ne fallait pas faire tous les balcons de la même manière. Et puis, du coup, voilà, on se retrouve avec une image finale comme ça, avec un dernier balcon en haut bah, qui assume son rôle de panneau solaire, qui produit l'électricité vraiment au pire moment de l'année en termes de besoins en électricité du pays, donc au mois de janvier. Et puis les autres balcons qui s'organisent de manière beaucoup plus simple, qui ne sont pas actifs, et qui ont permis aux maîtres d'ouvrage d'économiser de l'argent parce que les ingénieurs du CSEM voulaient absolument qu'on mette des panneaux solaires également sur ces balcons-là, même s'ils produisaient peu d'électricité, c'était quand même intéressant de mettre. Donc moi, je trouve aussi qu'on doit quand même faire attention à pas y aller non plus trop vite, dire qu'il faut trouver les bonnes zones, il ne faut pas mettre des panneaux solaires partout. OK pour mettre des fois des panneaux solaires sur des orientations nord, est ou ouest, mais il faut voir ce qu'il y a dans le projet, ce qu'il y a dans la maison. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'effort financier en vaut la chandelle? Est-ce que le panneau va être amorti? Voilà, c'est des questions qui se posent. Et puis ben voilà, les derniers projets sont plutôt contraires à celui qu'on a sous les yeux au château de Vernier. Voilà, on peut assumer finalement les panneaux solaires et c'est vrai que c'est assez intéressant ce qu'on va se dire. Est-ce qu'on a fait juste à Auvergnat?
certainement. Mais c'était aussi une époque qui était celle-là. Si on refaisait le même bâtiment en 2025, je suis sûr qu'on ne ferait plus forcément de la même manière. Voilà. Merci pour votre attention. Je crois que c'était la dernière. Donc, bonjour à tous. Donc, faisons juste en deux mots, Cédric Bourquin. Donc, moi, je suis dans le photovoltaïque depuis 2008. Et puis, je suis responsable chez Godebourg au département solaire depuis le 1er janvier 2018. Voilà, exactement. Par rapport à Godebourg, ben, en deux mots, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1966 par le papa Godebourg. Le fiston a repris la société 30 ans plus tard, jour pour jour. C'était une entreprise qui était dédiée uniquement à la base à de la couverture. Ensuite est venu se greffer des départements ferblanterie. Ensuite, un département d'étanchéité en 2018. 2018, un département solaire. Et puis, depuis quelques années, on a également en fait une société qui s'appelle FTG, qui est basée au Mont-sur-Lausanne, qui est spécialisée dans la façade ventilée, qui se marie bien justement avec des façades actives solaires. Donc voilà. Maintenant. Alors, le BIPV aujourd'hui, ben, c'est un petit, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le BIPV? C'est un terme qui est assez à la mode, qu'on entend régulièrement ou qu'on lit dans des magazines depuis peu. Donc, le terme anglais Building Integrated Photovoltaic. Alors, le terme, on va dire technique, désigne les installations solaires qui se substituent aux éléments de la construction, ou même accessoirement, le BIPV, ben, ce serait, on pourrait appeler ça un panneau photovoltaïque qui a double fonction. Donc, une fonction de protection de toiture, une protection de façade ventilée. Il y a quelques exemples que je vais vous montrer. Voilà, concrètement, ben, c'est quoi le BIPV? Ben, ce qu'on connaît, je dirais, depuis déjà de nombreuses années, ben, c'est les toitures solaires intégrées ben, typiquement qu'on a vu au Corbet ou des exemples avec Fabrice tout à l'heure. Les façades solaires, ou qu'on appelle aussi façades actives, les balustrades de balcon et les garde-corps, qu'on a vu aussi en photo tout à l'heure. Ça peut être un couvert à voiture, on appelle carport. On a même maintenant des stores solaires, mobilier urbain. Mobilier urbain, ça peut être des abribus, genre de choses. Et puis là, alors je vais vous montrer deux, trois exemples de réalisations propres à Göteborg. On va peut-être pas à chaque fois citer le produit ou ce genre de choses, mais quelques exemples de toitures intégrées. On n'aime pas, c'est un peu, comme disait Fabrice, ben, quand on nous donne un mandat d'étude pour ce genre de toiture, on refait le toit complet et on essaie d'intégrer des panneaux solaires. Il faut savoir on a tellement de produits aujourd'hui à disposition qu'on fait souvent plein de variantes, ça donne des esthétiques différentes, ça donne des prix aussi différents. Donc nous, on est toujours un peu tiraillé entre le prix de l'installation et puis ce qu'on propose finalement. Et le dernier mot, c'est toujours finalement le propriétaire qui décide ce qu'il veut, quel produit souvent. Et donc nous, souvent, on fait bien plusieurs variantes, quoi. Voilà, encore une autre. Donc là, on a une tuile rouge naturelle, mais avec un petit panneau solaire qui remplace la tuile noire. Donc on n'aime pas. C'est un produit parmi tant d'autres qu'on peut proposer. Donc le Corbet, donc on en a parlé avant. Donc effectivement, ben, quand on regarde la photo, typiquement la photo de gauche, ben, c'est ultra brillant. Donc, ça peut effectivement, on n'a pas l'impression que c'est super esthétique. Et puis quand on regarde la photo de droite qui est faite sous un autre angle, ben là, on voit vraiment que ça a l'air plutôt mat. Donc, selon la saisonnalité, l'angle d'inclinaison du soleil, ou comment est prise la photo, ben on voit que le rendu des couleurs est totalement différent au fil de l'année. Là encore, un exemple d'une toiture intégrée, donc avec un panneau tout à fait standard, mais qui est englobé dans du zinc Antra.
Donc, c'est considéré comme intégré. Ça, c'est une installation dans le haut de Neuchâtel qu'on a faite il y a quelques années en arrière aussi, où on a essayé d'intégrer au mieux avec une barre à neige. Un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, si on parle un petit peu des façades, donc des façades, nous, personnellement, chez Godbourg, on n'en a pas fait 15 non plus, parce que c'est un peu des marchés de niche. Ça, c'est la première qu'on a réalisée en 2018. Et puis, c'est peut-être une des plus abouties de Suisse, uniquement par la conception de cet ouvrage. Donc, ça, c'est au milieu de Salavo, la quincaillerie qui est au milieu de Salavo. Ils ont décidé de réenlever les trois façades et puis sont partis directement à la base dans l'optique de faire du photovoltaïque. Donc, ils ont un petit toit au-dessus qui ne se prêtait pas du tout à faire du solaire. Donc, nous, on leur a proposé en fait un mandat d'isolation complète des trois façades et d'intégrer directement des panneaux solaires. Donc, c'est aussi des panneaux solaires qui ont été fabriqués sur mesure à l'époque chez Isol. Et là, je dirais la spécificité, c'est qu'on a fait un calpinage qu'on a envoyé à l'usine et à l'usine, ils ont fabriqué tous les panneaux. Et puis, ça a été sérigraphié. Donc, en fait, chaque fois que quand vous voyez les logos, en fait, ça produit un peu moins parce qu'il y a des couleurs dessus, mais chaque panneau produit quelque chose. Donc là, on voit sur la photo de droite, typiquement dans le gris, on a deux, trois teintes un peu différentes. On le voit peut-être au fil des années, peut-être il y a deux, trois couleurs qui ont changé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les panneaux produisent. Donc on a vraiment tous les logos qui ont été envoyés à l'usine. Le propriétaire, il a donné tous les PDF de ces logos. Et puis, chaque lot est arrivé sur mesure en fonction du calpinage qu'on voulait faire. Donc, on était un petit peu tendu quand les palettes sont arrivées parce qu'on s'est dit, on espère que tout rentre. C'était un peu la spécificité de ce produit. Puis, c'est une façade qui produit environ 15 000 kWh sur les environ 5 000 kWh par côté. Donc, c'est un bâtiment à trois faces. Donc, ça, c'est une réussite. Il y a beaucoup de gens qui traversent Salavo qui ne sont même pas au courant que c'est une façade qui produit du solaire. Donc, ça, c'est une intégration qui est relativement bien réussie au niveau esthétique. Ça, c'est un autre exemple. C'était une façade test qu'on a faite sur un immeuble à Boudry il y a déjà bien quelques années. Donc ça, c'est le fameux panneau blanc sur l'Access qui avait été posé là en phase encore peut-être un peu test avec sonde de température et tout. Donc, elle avait été intégrée carrément dans le périphérique à Fleurs. Donc là aussi, des éléments sur mesure qui avaient été livrés. Euh, donc voilà, alors c'est clair que là, on a une différence entre la couleur du périphérique et puis on voit très bien qu'il se passe quelque chose, hein, voilà, on voit que c'est des panneaux. Quand on passe rapidement devant l'immeuble, on ne sait pas, mais quand on s'approche, on voit très bien que c'est des panneaux photovoltaïques. Voilà, le fameux immeuble dont Fabrice a parlé tout à l'heure à Louis d'Orléans. Donc là, voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire sur un immeuble. Donc la partie haute, c'est une toiture qui est intégrée. Ensuite, vous avez des panneaux qui sont ajoutés sur les quatre lucarnes, sur le plaquage. Et puis vous avez cette fameuse balustrade au dernier étage qui est typiquement qui fait office de garde-corps aussi. Donc panneaux sur mesure. Donc voilà le résultat final de la toiture avec la balustrade. Ah, voilà ce que ça donne. Et même si on prend par exemple ce produit, euh, le produit, on aurait pu le faire commander en plus clair, plus foncé, jaune, rose. Quand on commande ce genre de produit sur mesure, on a un panel de couleurs qui devient assez incroyable, hein. Et là, on s'est limité à mettre du panneau tout à fait standard noir. Et puis une balustrade qu'on a fait à la chaux de fond. Un petit peu pareil, c'était
c'était du grillage, bêtement. Et puis, le propriétaire, c'est lui qui nous a approchés pour nous proposer en fait la balustrade et le petit avant-toit de son garage. Il ne voulait absolument pas qu'on touche son toit au niveau du panneau solaire. Et puis là, en termes de réalisation, ça a été beaucoup plus compliqué à obtenir le permis de construire que de la réaliser. C'était vraiment une zone où on a dû faire 1012 plans pour que ça passe au niveau de la commune. Mais c'est en service et ça fonctionne très bien. Et puis ça, c'est un exemple d'un immeuble à Boudry aussi. Donc, je ne sais pas si on voit, mais à chaque étage, en fait, c'est un immeuble qui était devenu hors norme au niveau de la hauteur des garde-corps des balcons. Et puis, plutôt que de rehausser les balcons en maçonnerie ou peu importe, ils ont décidé en fait de nous demander en fait de leur faire une étude, de mettre en fait à chaque étage des panneaux solaires et puis de compenser je crois qu'il fallait arriver à 1,10 m aujourd'hui, c'est juste, il me semble, sur les garde-corps. Donc, on a posé des bandes de panneaux solaires pour leur rehausser leur balcon de 10 ou 15 cm. C'est l'occasion, ça leur produit directement sur le compteur des communs. Donc voilà, ça c'est encore un exemple. Et puis ça, ben c'est le carport, c'est chez nous, c'est sur le parking à Boudry chez Godebourg. Donc c'est tout neuf, c'est mis en service aujourd'hui, d'ailleurs, à ce propos. Euh, donc là, on a dit, bon, carport, si on commence à proposer des carports à tout le monde dans le canton de Neuchâtel, autant on en ait un chez nous comme exemple. Donc, typiquement, un petit couvert à voiture pour 2 voitures. Et là, vous avez toutes les couleurs. Vous pouvez même demander les profils rose bonbon, vert, noir. Donc là, c'est un concept j'imagine qu'on proposera de plus en plus sur des places de parc. Si une toiture chez un particulier, elle ne se prête pas du tout à mettre du solaire, c'est peut-être ce qu'on pourrait proposer aussi à l'avenir, qui fait double fonction, protection de la voiture et production d'énergie. Donc ça, typiquement, c'est un carport qui va produire environ 6500 kWh par année. Donc c'est jamais négligeable. Alors le BIPV, un petit peu la tendance actuelle. Donc, aujourd'hui, un petit peu, c'est pas forcément nous qui tout le temps proposons des spécialités aux propriétaires, mais c'est plutôt les propriétaires, quand ils se rendent compte qu'ils veulent rien faire sur leur toit ou que le toit il n'est pas propice à mettre du solaire, c'est eux qui vont plutôt nous aiguiller sur je ne sais pas, ça peut être justement un carport, une façade, un mur à utiliser. Donc, c'est plutôt eux, la personne qui est hyper motivée à mettre une installation solaire, c'est plutôt eux qui viennent sur le sujet en nous disant bah, si mon toit ne se prête pas bien, quelle surface vous pourriez utiliser? Et puis, c'est souvent qu'on arrive sur des projets de balustrade de balcon ou des choses comme ça. La tendance actuelle, si on prend un petit peu le canton de Neuchâtel, donc il y a quand même passablement de communes qui octroient une subvention communale. Donc ça, c'est assez incitatif aussi selon le lieu d'habitation. Il y a toujours une subvention Pronovo. Pronovo, typiquement aujourd'hui, ils font une bonification pour les installations qui sont entre 75 et 90 degrés de pente. Donc ça, c'est incitatif pour les façades, typiquement. Puis effectivement, le positionnement chez Godebourg et ça, nous, actuellement, on essaye de réaliser des installations de ce type-là pour déjà pouvoir en parler après. Typiquement, le carport qu'on a chez nous, on peut faire des flyers, on peut l'envoyer par email, on peut le présenter par la suite. L'état de la technique, comme disait Fabrice tout à l'heure, aujourd'hui, quand on nous demande un projet, on doit faire le tri parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du cher, il y a du moins cher. Vous aurez toujours des fournisseurs suisses, européens, asiatiques qui vous font des panneaux solaires sur mesure, qui peuvent vous faire une trame différente.
Donc nous, c'est vrai, on fait souvent plusieurs dessins, plusieurs trames, plusieurs couleurs. Ça donne trois esthétiques différentes, ça donne trois prix différents souvent. Il y a une multitude de choix de formats aussi, selon ce qu'on veut faire, si on veut partir sur du sur-mesure. Les matériaux sont un peu différents aussi. On peut avoir du verre mat, du verre brillant, du double verre, du simple verre, donc des poids différents aussi. L'état de la technique aujourd'hui, ben, c'est en train de se finaliser actuellement chez Suisse Solar aussi. Euh, ben, les normes incendies sur des façades ventilées actives, elles deviennent relativement sévères à partir de 11 mètres de haut. Donc, à partir de 11 mètres de haut, il faudrait que l'entier du matériel soit RG3 au minimum, voire même RG2 dans certains cas. Ce qui veut dire c'est que résistance RF résistant au feu. Donc, pour un phénomène, pour éviter la propagation du feu au cas d'incendie interétage, donc quand c'est une villa, ça va passer sans problème. Et puis quand c'est des barres d'immeubles qui font 20 et quelques mètres de haut, ben là, il y a des normes incendies qui vont venir relativement sévères, donc on ne fait pas non plus ce qu'on veut. Et puis Suisse Solar, ben, ils vont éditer vraiment un cahier pour les installateurs ben, fin 2024, voire peut-être même début 2025, pour que tout le monde fasse la même chose et puis juste. Le potentiel des façades en Suisse aujourd'hui, euh, 17 TWh en Suisse, c'est un petit peu le potentiel de toutes les façades sud et ouest de la Suisse entière. Et puis, à titre de comparaison, le parc nucléaire suisse en 2023 a produit 23,5 TWh. Donc, c'est vraiment pour vous donner le potentiel de ces façades qu'on a en Suisse, il est assez phénoménal. L'avantage, si je reprends le deuxième point, l'avantage de ces façades, c'est qu'on produit beaucoup l'hiver. Et ben, actuellement, les gens sont intéressés à produire l'hiver pour vraiment avoir un complément d'énergie, une installation solaire qui est posée sur un toit, plein sud à 30 degrés, ben, elle va beaucoup produire l'été, beaucoup moins l'hiver. Et puis l'avantage de ces façades, c'est qu'on arrive à faire un complément d'énergie durant le semestre hivernal. Ça commence à intéresser pas mal de gens à cause de ça. Voilà, les conclusions, ben, c'est qu'il y a de plus en plus d'installations qui sont réalisées en Suisse. Ben, d'après les chiffres de Suisse Solar, pas assez. Euh, donc, il y aura des subventions communales et fédérales par l'intermédiaire de Pronovo. On va dire que les signaux sont verts. Attention aux nouvelles normes feu et incendie, ben, c'est clair qu'il y aura il y a des normes qui vont être relativement sévères. On parlait de ça tout à l'heure aussi avec Fabrice. Effectivement, le problème de ces façades ventilées actives, c'est que quand elles arrivent en cours de route, il n'y a plus personne il y a plus personne. Un architecte qui aurait l'idée de rénover un bâtiment complet, prenons typiquement Louis d'Orléans, que tu as parlé tout à l'heure. La balustrade solaire, elle est arrivée relativement tard. Et puis, c'est vrai qu'après, faut la faire passer au niveau financier. Quelqu'un qui a un projet d'immeuble neuf et puis qui il vient directement avec un plan de calpinage, il aura beaucoup plus de chances en fait, que ça se concrétise plutôt que d'arriver après 6 mois déjà de travaux, dire et si on mettait une façade active, ça a quasiment très peu de chances de passer parce qu'il n'y a aucune infrastructure qui a été prévue pour. Les tubes n'ont pas été passés dans les dalles. Donc, c'est vrai que ça s'anticipe largement avant pour que c'est des chances de passer dans un budget sur une rénovation ou sur un immeuble neuf. Voilà. Je crois que j'en ai terminé pour ma partie, je crois.